Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. L'essentiel de l'actualité vendéenne du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre, c'est maintenant. Alors que ce week-end, la tempête Domingos va passer dans le département, cette semaine a été marquée par la tempête Ciarán qui a effleuré la Vendée dans la nuit de mercredi à jeudi. Des rafales qui ont atteint les 132 km/h sur l'île-Dieu. Aucune victime n'est à déplorer, mais 402 interventions des pompiers pour des chutes d'arbres et des dégagements de route. L'heure est à présent au constat des dégâts matériels. Diane Delangle était sur le plateau jeudi soir pour faire le point sur les déclarations de sinistres. Comme on pouvait s'y attendre, ça s'agite du côté des assureurs qui m'ont tous confirmé aujourd'hui recevoir bien plus d'appels que d'habitude. Alors, on rappelle le délai légal de 5 jours pour effectuer une déclaration de sinistre, mais en pratique, la plupart du temps, elles sont faites dès le lendemain, ces déclarations. À l'agence Groupama de La Roche-sur-Yon, c'est un sinistre toutes les 2 heures qui était enregistré depuis ce matin et particulièrement sur la commune d'Esnay. Alors, la majorité des dégâts concernent pour cette agence des chutes d'arbres et des toitures soufflées. Même constat sur la côte, dans l'agence AXA de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où par exemple, où le gestionnaire me confiait en être à 10 déclarations en milieu d'après-midi. Des habitations et beaucoup de piscines, notamment, étaient endommagées par des chutes d'arbres. 17 appels d'ouverture de sinistre pour le gestionnaire Alliance des Sables d'Olonne, qui a eu affaire également à des infiltrations d'eau dans les logements. Ce ne sont bien sûr que quelques exemples, mais la totalité des agences, en tout cas contactées, sont unanimes. Elles sont très sollicitées aujourd'hui. Alors Diane, comment faire pour réussir sa déclaration de sinistre ? Alors c'est simple, un mot d'ordre, prendre des photos, beaucoup de photos du sinistre et sous toutes ses coutures. Il faut impérativement prendre ces photos avant de déblayer ou de mettre les dégâts à l'abri. Et alors donc une fois que ces photos sont faites, on passe à la sécurisation des dommages qui peut être fait au moyen de bâches ou alors en déplaçant les biens. L'essentiel bien entendu est d'éviter une aggravation de la situation. Il faut ensuite regrouper tous les éléments de facture, de certificat de garantie ou toutes les preuves que vous auriez et qui pourraient prouver l'existence de ces biens. C'est pas toujours simple, vous me direz, quand on a perdu les factures. Un conseil m'a été donné. Il faut penser au relevé de compte bancaire. Il confirmera que vous avez bien acheté le bien et indiquera le montant et sa date d'achat. L'assureur pourra ainsi se baser sur ces informations pour calculer l'indemnisation. Une fois que ces preuves sont réunies, il faut contacter son assureur le plus tôt possible, dans les 5 jours donc, que ce soit par téléphone, par email ou alors par le biais de l'espace client du site de votre assurance et lui adresser donc une lettre de déclaration de sinistre, une liste des dégâts constatés ainsi que les fameuses photos. Cette semaine, nous étions également à Sainte-Flève-des-Loups pour la signature du contrat territorial Eau aux Anses, Vertonne et cours d'eau côtier 2023-2025. Un projet financé en partie par le département et la région. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'eau. Alors, les travaux qui se situent au Loge Maltière de Sainte-Flève-des-Loups sont exactement le type de travaux que l'on retrouve dans beaucoup de nos actions. À la fois, on a un plan d'eau qui a été déconnecté, c'est-à-dire on a un fossé de contournement qui a été construit pour éviter que le cours d'eau passe dans le plan d'eau. À la fois, on a un ancien plan d'eau qui ne sert plus, qui a été effacé. Et à la fois, on a un cours d'eau qui était rectifié, c'est-à-dire qui était droit, large et profond, et auquel on va redonner ses méandres naturels. On a pris également la direction du Mazo et plus particulièrement l'embarcadère de la Venise Verte. La fin de la saison officielle était samedi dernier. Les barques ont fait peau neuve grâce à la vingtaine de saisonniers présents. En attendant de se retrouver au retour des beaux jours, l'ambiance était joyeuse. Le reportage de Diane Delangle. Quelques mots avant de démarrer et ensuite, tous au pinceau. Les guides bateliers de l'embarcadère de la Venise Verte sont réunis aujourd'hui pour la traditionnelle fin de saison. Les saisonniers ne se sont pas vus depuis la fin du mois d'août. Donc là, c'est l'occasion de se retrouver, à faire une petite bouffe, petite fête de fin de saison. Et c'est aussi l'occasion, quitte à être tous ensemble, d'avancer aussi sur l'entretien des bateaux. Chaque année, c'est vrai que nos bateaux, ils ont tendance, ils vivent, ils ont tendance à souffrir un petit peu pendant la saison. Donc là, c'est l'occasion de réparer un petit peu avec un petit peu de peinture tout simplement. Au plus fort de la saison, ils étaient jusqu'à une vingtaine de saisonniers à travailler en simultané. La saison est finie, de se poser, ça nous permet de nous retrouver un peu dans un autre cadre. Et puis ça reste une ambiance plus détendue, la fin de saison, et puis après ça nous permet de mieux repartir sur la saison d'après aussi. Oui,
Ça permet de savoir déjà l'importance des barques et de savoir qu'elles ont quand même eu beaucoup de vécu. Elles datent de 86 si je ne me trompe pas. Et donc le fait de les entretenir comme ça permet de savoir qu'il faut faire attention, il faut en prendre soin, que ce soit maintenant ou en pleine saison. Sur une telle activité, la fréquentation est évidemment fortement soumise à la météo, d'où une fin de saison un peu anticipée cette année. Malgré tout, la saison fut belle. Ça a été une saison vraiment excellente, une très très bonne saison. D'une part parce que l'équipe a été super. On a des guides qui ont noué des liens, une super ambiance. Donc quand on travaille dans la bonne humeur, de toute façon ça peut être qu'une bonne saison. Et puis en plus la météo du mois d'août a été excellente. Alors juillet un petit peu plus compliqué de travailler, un petit peu en dents de scie parce que la météo est un peu capricieuse. Mais le mois d'août excellent qui a rattrapé l'ensemble. Encore quelques coups de pinceau avant de ranger les bateaux jusqu'au retour des beaux jours. Il sera ensuite temps pour les saisonniers de profiter de la partie plus festive de la journée. Et nous avons découvert l'opération Ramène ta boîte. Lancée depuis mi-octobre et jusqu'au 19 novembre prochain, les habitants de Jars-sur-Mer sont invités à ramener leurs contenants dans les 10 commerces de bouche partenaires pour obtenir des points. En partenariat avec la commune Trivalis et Vendée Grand Littoral, l'objectif est de tendre vers le zéro déchet. En 2017, quand en Vendée, on a décidé que tous les emballages pouvaient se trier. On était à 29 kg par an et par habitant. On est aujourd'hui à 41. Donc malgré toutes les campagnes, on voit bien aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'emballages. Et notre rôle, c'est aussi d'essayer de militer et puis d'essayer de changer ses comportements pour le moins d'emballage. Pas le zéro emballage parce qu'on n'y arrivera pas, mais au moins le moins d'emballage. Et dans des pratiques courantes, chez nos commerçants de proximité, justement, on peut le faire. Le vrac, on peut, par exemple, chez le boulanger, éviter d'avoir une poche à pain. On peut amener directement son sac à pain ou demander une baguette sans avoir de poche. Politique à présent, les maires sont à mi-mandat, l'occasion de faire un bilan et de s'intéresser à cette profession qui a été fortement marquée par les incivilités et les crises. En France, plus d'une vingtaine d'entre eux ont d'ailleurs rendu leur écharpe depuis les dernières élections de 2020. Alexandre Le Naour est parti à la rencontre de certains édiles du département pour avoir leur ressenti. Démission, crise de la vocation, incivilité, le rôle d'élu semble ne plus avoir le vent en poupe. Anne-Marie Coulon connaît bien cette fonction. La maire de Mouzeuil-Saint-Martin est aussi la présidente de l'association des maires de Vendée. Le Covid a bel et bien marqué un coup d'arrêt en 2020, plus délicat de créer ou recréer du lien entre les équipes d'élus ainsi qu'avec la population. Je pense que le monde a changé, nos concitoyens ont changé. On l'a mis beaucoup sur le dos du Covid. Je pense qu'il y a aussi la difficulté de la mission. Les relations sont devenues plus tendues. Vous voyez les agressions faites aux élus. Nous avons eu quand même quelques violences, dont une gifle à un maire ou une agression beaucoup plus physique. Et là, ça, je crois que nous ne pouvons pas l'accepter. Une incivilité qui est arrivée fin 2022 à Claude Durand, maire de la Bernardière dans le Nord-Vendée. Ce banquier à la retraite évoque une période atypique. Au-delà des incivilités, Claude Durand pointe surtout un rôle d'élu en pleine mutation. Il y a 20 ans, ce n'était pas aussi prenant en termes de temps à consacrer. Il faut reconnaître que nos habitants sont de plus en plus exigeants. Et on est les premiers interlocuteurs dans notre pays. On se prend de temps en temps des engueulades, mais ça fait partie du job, si je puis dire. Mais il y a aussi des moments passionnants. Il faut quand même pas non plus tout noircir. Maire depuis 1989, Claude Durand l'assure, son expérience lui permet d'aborder avec plus de sérénité et de recul les potentielles périodes de turbulence. Ça permet aussi de relativiser les choses, parce qu'effectivement, je rencontre des situations que j'aurais peut-être pas gérées de la même façon il y a 30 ans. La chance d'avoir plusieurs mandats, c'est de travailler dans le temps, c'est-à-dire de ne pas être dans l'immédiateté. C'est, je crois, un petit peu le problème qu'ont beaucoup d'élus, je pense, aujourd'hui. On conduit des projets qui se finalisent, mais qui sont dans les cartons depuis une dizaine d'années. Passionné par sa mission, lui, qui était l'unique candidat à sa réélection en 2020 dans sa ville natale, n'a jamais pensé à tout arrêter. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que si nous, élus de base de la République, on n'y croit pas, on jette l'éponge, qu'est-ce qui va se passer demain, quoi ? Selon lui, plusieurs axes demeurent pour faciliter la tâche des élus, le dialogue avec la population et un travail mené en commun avec les équipes municipales en font notamment partie. Et la deuxième partie de ce reportage est à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. Sport à présent, la Coupe du Monde de rugby s'est terminée samedi dernier et pendant cet événement, nous avons découvert un dérivé, le touch rugby, un des seuls sports collectifs mixtes. En Vendée, 2 clubs se sont implantés, un premier du côté de Terre de Montégut et un second à Saint-Hermine.
Né en Australie dans les années 70, le touch ou touch rugby a été importé dans l'Hexagone au début des années 2000. Aujourd'hui, ce sport compte en France plus de 2500 licenciés. Inspiré du rugby à 13, ici les équipes sont mixtes et les règles quelque peu différentes. Il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de jeu au pied, le ballon n'a pas le droit de tomber. Ici, en fait, on remplace le plaquage et toutes les zones d'affrontement par l'action de toucher. Et donc, ça va privilégier un jeu de vitesse, d'évitement et de contournement. On recherche à faire circuler le ballon et à le faire avancer le plus vite possible pour, entre guillemets, déplacer la défense. Le club Touch Lermine a été créé au mois de septembre 2022. À ce jour, les seniors comptabilisent une vingtaine de joueurs et de joueuses et la section de formation destinée aux jeunes a su attirer une quinzaine de participants, filles et garçons confondus. Moi, je me souviens de ma maman quand j'étais tout petit, elle voulait pas que je fasse de rugby parce que je pouvais me faire mal et justement, c'est une porte d'entrée pour les plus jeunes dont il y aurait des réticences au contact à venir découvrir le rugby, des choses qui s'en rapprochent par le touch. Et parmi ces nouveaux pratiquants, on retrouve notamment des anciens joueurs de rugby à 15. J'ai 42 cette année, donc le touch c'est mieux, c'est moins d'impact, tout ça, c'est peut-être plus facile pour pas se blesser. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à venir s'essayer au touch et l'interdiction des plaquages y est pour beaucoup. Moi j'arrive d'un sport où il y avait le basket en fait, où il y avait du contact et du coup là le fait d'être sans contact, voilà, c'est à nous de gérer notre effort et il y a beaucoup moins de risques en fait de se faire normalement du mal. À l'heure où la Coupe du Monde de rugby se déroule en France, le touch est aujourd'hui une nouvelle porte d'entrée vers le monde de l'Ovalie. Nous partons à la rencontre de l'association Un Siko en vol. Depuis 10 ans, ces passionnés restaurent un hélicoptère militaire, un Sikorsky, et c'est le seul en Europe à être en restauration. Ce Sikorsky sera déplacé dans un autre hangar et le public est convié pour assister à ce tractage hors norme. On l'amène et après il faut la régler de façon à ce qu'elle tombe pile poil dedans. Pilotes, mécaniciens ou tout simplement passionnés d'aéronautique, les membres de l'association Un Siko en vol se sont lancés un défi un peu fou. Réhabiliter cet hélicoptère, un Sikorsky de 1959, construit par Sud Aviation, aujourd'hui nommé Airbus Hélicoptère. Un appareil qui a été utilisé entre autres par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Alors c'est un appareil qui servait essentiellement au transport de troupes et aussi à faire du sauvetage quand il y avait des blessés sur le champ de bataille, à les ramener pour être pris en charge par des antennes médicales. La restauration de cet appareil a débuté en 2012. Un chantier titanesque soutenu par la Fondation du patrimoine, car en Europe, aucun Sikorsky est à ce jour en état de voler, et seulement une dizaine aux États-Unis. Il y a un énorme travail un peu dans tous les domaines, que ce soit électricité, hydraulique, mécanique. Mais le plus gros a été quand même de refaire les tôles, puisque les tôles ont nécessité la pose notamment, par exemple, de 20 000 rivets à frapper. Ça représente quand même beaucoup de travail. Tous plus passionnés les uns que les autres, les membres de l'association se relaient sur ce chantier avec chacun leur motivation. J'étais militaire dans l'armée de l'air et que cet appareil a servi dans l'armée de l'air. Avec le temps, je découvre que je prends plus de plaisir à l'aspect technique, mécanique des choses. Et donc le vol finalement n'est pas la priorité, mais c'est plutôt la remise en état de la machine. Et les plus jeunes profitent des vacances pour prêter main forte. J'adore ce Siko, moi dans ma chambre j'ai des photos du Siko, enfin voilà quoi, j'adore faire ça. Quand on a mis la queue hier, j'essaie de chercher une rondelle qu'on a perdue. Je fais des petits travaux que moi je peux faire vu que je suis assez petit et je peux rentrer par exemple dans les recoins un peu plus petits, quoi. Le 4 novembre prochain, cette imposante machine va prendre la route pour être entreposée dans un nouveau bâtiment. À cette occasion, le public est invité à une journée festive pour échanger autour de ce projet. Le convoi traversera la commune et sera accompagné par les cornemuses de la formation Pinkstone. C'est la fin de l'hebdo, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera dès lundi matin à 7h dans la matinale présentée par François Pérez. Passez un très bon week-end sur TV Vendée.